Lorsque j'ai respiré à plein poumon l'odeur lourde et humide de cette terre inchangée depuis des siècles, au sud de Bordeaux, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple voyage d'affaires. Au volant de ma voiture, en suivant les méandres de la Gironde, je me suis regardé dans le rétroviseur. Je ne portais pas mon uniforme office de la marine. Les épaulettes en fil d'or sur mes épaules, les insignes sur ma poitrine ou l'identité métallique qui faisait de moi la contre-amiral Vanessa Paradis, étaient restées chez moi, enfermées dans mon coffre-fort à Paris. Aujourd'hui, j'étais simplement Vanessa. Un trench coat beige sobre, des chaussures plates discrètes et une barrette qui retenait mes cheveux négligemment. Vu de l'extérieur, je ne différais en rien d'une touriste ordinaire. D'âge mûr, peut-être un peu fatiguée, venue passer un week-end dans la plus prestigieuse région viticole de France. Mais l'erreur est le péché le plus coûteux, surtout en France. Lorsque j'ai garé ma voiture devant les immenses portes en fer forgé du château de Valois, même le gardien m'a regardé avec suspicion. Il avait raison. Car ici, même les oiseaux sans rendez-vous ne peuvent voler, et les bouteilles de Grand Cru, dont le prix équivaut à la moitié du salaire minimum, sont conservées comme s'il s'agissait d'une eau sacrée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas venu ici pour acheter une bouteille de vin et la déguster devant la cheminée. En tant que directeur des installations sociales et du protocole de la marine française, j'étais venu approuver les invitations officielles de l'Élysée et les achats annuels colossaux destinés à tous les clubs d'officiers de la marine. Le simple fait de prononcer ce chiffre me desséchait les lèvres, 50 000 bouteilles. Et le budget? Dame millions d'euros. Avant de commencer cette histoire et de vous raconter comment j'ai gâché la vie de cet énologue arrogant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si vous voulez sentir le sang glacé dans vos veines. Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire de vin, mais celle d'un changement de pouvoir. Lorsque je suis descendu de la voiture, le bruit sourd des cailloux sous mes chaussures a rompu le silence. En marchant vers le bâtiment principal, il était impossible de ne pas être impressionné par la majesté de la structure. Ce château du XVIIIe siècle, avec ses murs de pierre recouverts de vignes vierges et ses tours s'élevant vers le ciel, semblait crier « Nous sommes là et nous sommes supérieurs à vous ». Lorsque je suis entré, ce n'est pas le propriétaire du château qui m'a accueilli, mais le maître sommelier, Monsieur Julien. Grand, le nez en l'air, vêtu d'un costume noir impeccable et portant une coupe de dégustation autour du cou, il avait l'air d'un membre de la royauté. Son regard m'a scruté de la tête aux pieds. Il s'est concentré sur la légère tache de boue sur mes chaussures, mon sac sans marque et mon apparence simple. En une seconde, il avait rendu son verdict sans importance. « Oui, madame, dit-il. » Sa voix était comme un couteau recouvert de velours. Douce mais tranchante. Nos visites publiques commencent à 14 heures. Nous préparons actuellement une dégustation privée, nous ne pouvons malheureusement pas vous accueillir. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire calme avant la tempête, que j'avais appris sur le pont des navires que j'avais commandé pendant des années en haute mer, lors de nuits orageuses. Je ne suis pas venu pour la visite, monsieur Julien. Ai-je dit d'une voix calme. J'ai rendez-vous. À 11 heures. Au nom de Vanessa Paradis. Julien fronça légèrement les sourcils. Il regarda son tablette avec réticence. L'expression de surprise qui apparut sur son visage lorsqu'il fit glisser son doigt sur l'écran était inestimable. Oui, mon nom était bien là, mais pas mon titre. Juste Vanessa Paradis. Il avait probablement pensé que j'étais la secrétaire d'un client important, ou une courtière intermédiaire. Ah oui, dit-il, sans changer le ton dédaigneux de sa voix. Monsieur Bernard vous a ajouté à la liste, mais il est actuellement au téléphone avec une délégation très importante venue de Paris. Je vais devoir m'occuper de vous. Bien sûr. Elle marqua une pause et regarda à nouveau mon sac en plissant les yeux. Si vous avez le temps d'apprécier la complexité de ces millésimes, voilà la première pique. La première insulte. Il me prenait pour une femme au foyer qui ne connaissait rien au vin et qui cherchait seulement à tuer le temps. Or, j'avais suivi une formation œnologique dans les plus anciennes caves de Bourgogne, auprès d'un amiral à la retraite. Je savais lire les tanins, l'acidité, le corps et la finale comme on lit une carte. J'ai le temps, monsieur, ai-je répondu. Je vous prie de me faire découvrir votre célèbre millésime 2015. Il m'a conduit dans la salle de dégustation, avec ses hauts plafonds, ses lustres en cristal et ses fûts de chêne exposés, comme des œuvres d'art. Sur la table en acajou au milieu de la pièce se trouvaient des verres préparés pour la dégustation et la bouteille légendaire qui attendait d'être ouverte. Château de Valois, Grand Cru classé. Valeur marchande, 450 € la bouteille. Julien a pris la bouteille dans ses mains. Le rituel exagéré qu'il a accompli en retirant le bouchon était aussi sérieux que celui d'un chirurgien avant d'opérer. Il a versé le vin dans une carafe, l'a aéré, puis en a versé une petite quantité dans l'énorme verre en cristal devant moi. J'attendis sans bouger. « Madame », dit Julien d'un ton qui semblait s'adresser à un élève du primaire.
Ce vin est un mariage parfait entre les cépages Merlot et Cabernet Franc. La composition minérale du thol, l'angle d'ensoleillement, l'âge du chêne dans le fût. Tout cela se retrouve dans ce verre. Il poussa le verre vers moi. Bien sûr, pour les palais habitués aux vins de table vendus en supermarché, cela peut être un peu, comment dire, difficile. C'était la deuxième pique, et cela ne me blessait plus. Cela ne faisait qu'activer le mécanisme froid qui était en moi. Je n'ai pas pris le verre. Je l'ai d'abord regardé. Sa couleur. Cette teinte rouge rubis profond bordée d'une lueur terre cuite. Puis, lentement, j'ai saisi le pied du verre du bout des doigts. D'un seul mouvement du poignet, j'ai fait tourner le vin dans le verre. Le liquide a coulé en formant des jambes. Sur les bords du cristal, Julien, les bras croisés sur la poitrine, m'observait avec un sourire moqueur. Il se disait probablement, voyons voir ce que cette paysanne va faire. J'ai porté le verre à mon nez. Première bouffée. Je m'attendais à sentir du cassis, un peu de tabac, peut-être un peu de cèdre. C'est la signature d'un grand cru de Bordeaux. Mais ce n'était pas l'odeur qui me monta au nez. Je fronçai légèrement les sourcils. Julien s'en aperçut et s'empressa de réagir. Est-ce trop intense, madame? Je vous l'ai dit, c'est un vieux. Je levai la main pour le faire taire. Mon geste fut si autoritaire qu'il s'interrompit un instant. Je l'ai reniflé une deuxième fois. Pour être sûr. Non, je ne me trompais pas. Derrière ces magnifiques notes fruitées se cachait une odeur qu'un nez exercé ne pouvait manquer, carton mouillé, moisissure, cave humide. Le vin était malade. Il avait un problème de moisissure. Cela pouvait arriver même aux caves les plus prestigieuses. La nature n'est pas parfaite. Mais la faute incombait au chef sommelier, qui ne s'en rendait pas compte. Pire encore, il avait osé servir ce vin gâté, pensant que la femme en face de lui ne s'en rendrait pas compte. Je posai lentement le verre sur la table. Le clic du verre sur la table en marbre rompit le silence de la pièce comme un couteau. J'ai plongé mon regard dans celui de Julien. Il n'avait plus en face de lui une simple touriste. Il avait en face de lui le contre-amiral Paradis, responsable de la discipline de milliers de soldats et gestionnaire d'un budget de plusieurs milliards d'euros. Mais il ne le savait pas encore. Monsieur Julien, dis-je. Le ton de ma voix était aussi clair qu'un ordre donné par radio dans la marine. Vous m'aviez dit que ce vin serait corsé. Oui, répondit-il en souriant. Si votre palais n'y est pas préparé, je peux vous apporter quelque chose de plus léger, de moins cher. Du rosé, peut-être. Je me levai. Ma chaise grinça sur le parquet. Le problème ne vient pas de mon palais, monsieur, dis-je en me penchant légèrement vers la table. Le problème, c'est que ce vinaigre que vous me servez à 450 € est un infecté par le TCA. La structure tannique de cette cuvée est incroyablement faible. Son corps s'est effondré et, surtout, il sent le chien mouillé. Le visage blanc comme de la porcelaine de Julien est soudainement devenu rouge vif. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. Vous, comment osez-vous? Balbutia-t-il. Nous sommes au château de Valois. Nos vins sont irréprochables. Qui êtes-vous pour remettre en question mon expertise? Le vin le plus cher que vous ayez probablement bu dans votre vie est une bouteille à 5 € achetée pendant les soldes de Noël. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Il ne m'avait pas insulté. Il avait insulté un officier portant l'uniforme de la République française, un représentant de l'État. Et plus important encore, il avait insulté mon intelligence. J'ai lentement glissé ma main dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. Lorsque la lumière de l'écran a éclairé mon visage, j'ai jeté un dernier regard à Julien. Qui suis-je, Julien? Ai-je murmuré. Je suis ton pire cauchemar. En composant le numéro du centre de coordination des achats de l'Élysée. Dans mon répertoire, j'ai vu la première goutte de sueur perler sur le front de Julien. Mais il était trop tard. La tempête avait commencé. Et personne ne sortirait vivant de ce port. La pièce est soudainement devenue glaciale. Le sourire arrogant sur le visage de Julien a commencé à se fissurer lentement comme les craquelures sur un lac gelé. Lorsque le message appel en cours est apparu en vert sur l'écran de mon téléphone, je n'ai pas activé le haut-parleur. Ce n'était pas nécessaire. Le silence était si intense que même Julien pouvait entendre la voix à l'autre bout du fil. Centre de commandement, ici le lieutenant Dubois. Je vous écoute, amiral. Les yeux de Julien s'écarquillèrent dès qu'il entendit le mot amiral. La serviette en lin coûteuse qu'il tenait à la main glissa entre ses doigts et tomba par terre. Mais ce n'était que le début de la chute. Je parlais sans quitter Julien des yeux une seule seconde. Ma voix ne trahissait ni tremblement ni colère. Seulement un professionnalisme glacial et mortel. Lieutenant, code de 4 à 7. Je veux accéder au protocole d'achat. Numéro de dossier, Valois Naval 2024. Tout de suite, mon amiral. Répondit la voix du lieutenant Dubois avec une rapidité mécanique. Je suis dans le système. Contrat d'approvisionnement annuel avec le château de Valois. 50 000 bouteilles de Grand Cru, plus des réservations spéciales pour l'Élysée. Montant total engagé, 4,2 millions d'euros.
J'attends votre confirmation, monsieur. Julien recula d'un pas. Il n'était plus rouge, mais blanc comme un linge. Dame Million, murmura-t-il, la gorge nouée. Vous avez signé ce contrat. Je portai mon doigt à mes lèvres pour lui faire signe de se taire. C'était comme donner l'ordre assis, à un chien. Et il obéit. Lieutenant, dis-je en articulant clairement chaque mot. Annuler le contrat. Indiquer comme motif, les normes de contrôle qualité du fournisseur ne sont pas conformes au protocole de la marine. Une contamination par le TCA a été détectée dans les produits. De plus, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Julien dans les yeux et j'ai asséné le coup de grâce. De plus, en raison de l'attitude désobligeante et sexiste du représentant du fournisseur envers un officier de la marine, je vous ordonne d'inscrire le château de Valois sur la liste noire diplomatique. Cela concernera non seulement la marine, mais également les invitations du ministère des Affaires étrangères. Il y eut un silence d'une seconde au bout du fil, puis la voix du lieutenant résonna « À vos ordres, amiral ». L'annulation est confirmée. Le protocole de liste noire a été lancé. Les notifications sont en cours d'envoi au ministère concerné. Merci, lieutenant. Je signerai le rapport à mon retour à Paris. Je raccroche le téléphone. L'atmosphère dans la pièce était devenue si pesante qu'il était difficile de respirer. Julien, sentant ses genoux fléchir, s'agrippa à la table de service derrière lui. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. La femme qu'il venait de prendre pour une ménagère buvant du vin de supermarché venait d'un simple coup de fil de balayer la moitié du chiffre d'affaires annuel du château et, plus important encore, sa réputation centenaire. Madame, amiral, balbutia-t-il finalement. Sa voix n'était qu'un murmure. Je ne savais pas. S'il vous plaît. C'est un malentendu. Un malentendu, dis-je en remettant mon téléphone dans ma poche. Non, Julien, il n'y a pas de malentendu. La situation est très claire. Tu as cru que ton titre et ton étiquette te donnaient le droit d'écraser ton interlocuteur. Mais tu as oublié une chose, le vrai pouvoir ne crie pas. La vraie qualité n'a pas besoin d'insultes pour prouver sa valeur. À ce moment précis, les immenses portes en chaîne de la salle de dégustation s'ouvrirent bruyamment. Un homme d'une cinquantaine d'années, essoufflé, les cheveux légèrement ébouriffés, vêtu d'un costume italien coûteux, fit irruption dans la pièce. C'était Monsieur Bernard, le propriétaire du château. L'un de ses contacts parisiens venait probablement de l'informer de l'horrible notification de résiliation de contrat qui venait d'arriver dans leur système. Les yeux de Bernard balayèrent la pièce et me trouvèrent. Puis il vit le visage livide de Julien et le maudit vint tourner sur la table. Il ne lui fallut que 2 secondes pour comprendre la situation. C'était un homme intelligent. Il n'était pas stupide comme Julien, mais malheureusement, il était nul pour choisir son personnel. « Madame Paradis !» s'écria Bernard en se précipitant vers moi. Les mains ouvertes, il était en état de capitulation totale. « Mon Dieu, quelle catastrophe ! S'il vous plaît, laissez-moi vous donner des explications. Ma secrétaire vient de m'apporter un fax de l'Élysée. Il doit y avoir une erreur, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, la fierté de la France. Monsieur Bernard, dis-je, sans lever la main, mais en utilisant seulement le ton de ma voix pour l'arrêter dans son élan. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Votre chef sommelier, Julien, m'a donné une excellente leçon pratique sur l'hospitalité et le sens de la qualité de votre château. J'ai légèrement incliné la tête et j'ai désigné le verre sur la table. Il m'a servi un vin corrompu comme s'il s'agissait d'une faveur à 450 €. Et lorsque j'ai protesté, il a insinué que mes goûts étaient dignes d'un supermarché. Bernard se tourna vers Julien, horrifié. Son regard était si furieux que, si les regards pouvaient tuer, Julien aurait été réduit en cendres sur place. Vous, grogna Bernard. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit à qui? Julien commença à dire monsieur, je n'ai fait que. Mais Bernard le fit taire en criant tais-toi. Ce cri fit trembler les cristaux de cette élégante salle de dégustation. Bernard se tourna à nouveau vers moi, le visage empreint d'une supplication désespérée. Mon amiral, je vous jure que c'est inacceptable. Je renvoie Julien immédiatement. Tout de suite. Je vous en prie, annulez cette décision. Cela signerait notre perte. Si la presse l'apprend. Je passai mon sac à bandoulière sur mon épaule. Je me tenais droit, le regard perçant. La presse l'apprendra, monsieur Bernard, dis-je calmement. Car je ne suis pas seulement un militaire. Je suis également un contribuable chargé de veiller à ce que l'argent et la réputation soient dépensés à bon escient. Et je ne dépenserai pas l'argent du peuple français pour des vins qui sentent le carton mouillé et un personnel arrogant. Je me dirigeai vers la porte. Chacun de mes pas résonnait comme un verdict sur le parquet. Je m'arrêtai juste avant de franchir la porte et jetai un dernier regard dans la pièce par-dessus mon épaule. Peut-être, ai-je dit en regardant Julien dans les yeux.
Vous ne devriez pas mépriser les vins de supermarché. Au moins, ils sont honnêtes sur ce qu'ils sont. Une fois dehors, l'air de Bordeaux ne me semblait plus aussi lourd. L'air qui remplissait mes poumons avait le parfum pur de la victoire et de la justice. Mais ce n'était pas encore fini. Ce n'était que la première étape, car dans mon livre, une guerre n'est pas gagnée lorsqu'elle est terminée, mais lorsque l'ennemi est définitivement hors d'état de nuire. Alors que j'ouvrais la portière de ma voiture, mon téléphone vibra. Un message. De mon avocat. J'ai préparé les documents nécessaires pour le divorce, Vanessa. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ton mari, Pierre. Il a commencé à retirer l'argent de votre compte commun. J'ai serré le volant. Mon travail à Bordeaux était terminé, mais la véritable tempête m'attendait à Paris. Julien n'était qu'un échauffement. Le véritable ennemi était l'homme avec qui je partageais mon lit. Et il était bien plus dangereux que Julien. Si vous voulez voir comment Vanessa lutte non seulement contre ses ennemis extérieurs, mais aussi contre la trahison intérieure, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'écrire ne jamais abandonner. Dans les commentaires, votre soutien sera la voix de la justice. J'ai démarré la voiture. Le bruit du moteur se mêlait aux cris de guerre qui résonnaient en moi. Mon objectif était désormais Paris, et Pierre ne se doutait pas de ce qui l'attendait. L'autoroute A10 menant à Paris défilait sous mes roues comme une rivière. Le compteur de vitesse affichait 160 km/h, mais mon pouls était étonnamment calme. La victoire remportée à Bordeaux avait réveillé le guerrier qui sommeillait en moi. Mais l'ennemi auquel j'étais désormais confronté n'était pas aussi simple qu'un sommelier arrogant. Cet ennemi était l'homme avec qui je me réveillais chaque matin depuis 12 ans, avec qui je partageais mon café et à qui je confiais mes secrets, Pierre. Pierre était associé dans l'un des cabinets d'architectes les plus prestigieux de Paris. Vu de l'extérieur, nous formions le couple parfait. Lui, représentant de l'art et de l'esthétique. Moi, symbole de l'état et de la discipline. Quand il me prenait par le bras lors des réceptions, je savais que les gens nous regardaient avec envie. Mais maintenant, dans l'obscurité de l'autoroute, je réalisais à quel point ses regards admiratifs étaient aveugles. La voix de mon avocat Jean-Luc résonna dans le système main libre de mon téléphone. Jean-Luc n'était pas seulement un avocat, c'était aussi mon camarade de promotion à l'Académie navale. Il avait quitté l'uniforme après avoir perdu une jambe lors d'une opération au large de la Somalie. Mais il n'avait jamais renié son serment de loyauté militaire. La situation est pire que nous le pensions, Vanessa, dit Jean-Luc. Sa voix était tendue. Pierre n'a pas seulement retiré les 200 000 € du compte commun. Il a également utilisé jusqu'à la limite la carte supplémentaire à ton nom. Et ce n'est pas tout. Je serrais le volant. Mes doigts étaient blancs. Dis-moi, Jean-Luc, que peut-il faire d'autre? Le titre de propriété de la maison, répondit-il. L'appartement à Paris, à Saint-Germain. Ce magnifique appartement que t'a laissé ta grand-mère. Pierre a fait une demande d'hypothèque avec une fausse procuration. Mon ami à la banque a trouvé le dossier suspect et l'a mis en attente. Mais Pierre fait pression en disant qu'il a besoin de cet argent pour une opportunité d'investissement urgente. Je pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons était comme la fumée toxique de la trahison. L'appartement de ma grand-mère. Le sanctuaire où j'avais passé mon enfance, dont chaque recoin était imprégné de mes souvenirs. Pierre le savait. Il savait que cet appartement n'était pas seulement des briques et du mortier pour moi, mais une partie de mon âme. Et maintenant, il essayait de mettre cette âme en jeu. Une opportunité d'investissement? Demandai-je, sans cacher le ton sarcastique de ma voix. Ou bien l'investissement? S'appelle-t-il une assistante de 25 ans blonde et fan de sacs de luxe? Jean-Luc resta silencieux pendant un court instant. Elle s'appelle Élodie. C'est la nouvelle junior designer de Pierre. Et oui, tu as deviné juste. Pierre cherche une petite villa sur la Côte d'Azur avec l'argent de l'hypothèque. Mais pas à ton nom, au nom d'une société écran. Je souris sans quitter la route des yeux. C'était un sourire amer. Mais il n'y avait pas de peur dedans. Seulement de la lucidité. Jean-Luc, dis-je, ne refuse pas cette demande d'hypothèque. Quoi? S'écria Jean-Luc, stupéfait. Tu es folle, Vanessa? Tu ne peux pas mettre la maison en péril. Ne refusez pas, répétai-je. Ralentissez le processus. Dites qu'il manque des documents dans le dossier. Faites patienter Pierre. J'ai besoin qu'il pense que son plan fonctionne. Il doit se sentir en sécurité. Nous devons lui laisser la possibilité de connaître une erreur. Que comptez-vous faire, amiral? Je ne vais pas me contenter de me défendre, Jean-Luc. Je vais frapper l'ennemi sur son propre terrain, avec ses propres armes. Pierre aime l'argent, n'est-ce pas? Il aime le statut social. Je vais lui jouer un tour tel qu'à la fin de la journée, il aura perdu non seulement son argent, mais aussi le nom de famille qu'il aime tant. Il était minuit passé lorsque je suis arrivé à Paris. Les lumières de la ville dansaient sur la Seine. Autrefois, ce spectacle m'évoquait le romantisme. Aujourd'hui, je ne voyais que les lumières d'un champ de bataille. En entrant dans le parking de notre immeuble, j'ai vu la voiture de sport de Pierre.
Il était donc à la maison. Il allait probablement jouer le rôle du mari fatigué. En montant dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. La femme simple et fatiguée de Bordeaux avait disparu. Devant moi se tenait désormais une commandante, même si elle n'était pas en uniforme. Mais dès que je franchirais le seuil de la maison, je devrais cacher cette commandante. C'était à mon tour de jouer un rôle. J'ai inséré la clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte. De l'intérieur, on entendait l'un de nos disques de jazz préférés. Les lumières du salon étaient tamisées. Pierre était assis dans un fauteuil, 2 verres de vin à la main. Il s'est levé en me voyant. Il arborait son sourire familier et chaleureux de mari parfait. Mais maintenant, je pouvais voir les dents derrière ce sourire, les mensonges entre ses dents. Ma chérie, dit-il en s'approchant de moi pour m'embrasser sur la joue. L'odeur de son parfum envahit mes narines. Mais en dessous, il y avait une autre odeur que son parfum ne pouvait masquer, un parfum féminin étranger, sucré, bon marché. L'odeur d'Élodie. Cette odeur polluait l'air de notre salon. Bienvenue, dit Pierre avec une fausse tendresse. Comment était Bordeaux? Ces fastidieuses tâches administratives ont dû vous épuiser. Je l'ai regardé en retirant ma veste. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai cherché au fond de son regard une trace de culpabilité. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que la froide lueur d'un esprit calculateur. C'était très fatigant, Pierre, dis-je en rendant ma voix faible et épuisée. Je m'affalai dans le fauteuil. Le budget de la marine, les coupes budgétaires. J'ai la tête pleine. J'en ai assez de tout ça. Parfois, je me dis que j'aimerais tout laisser tomber et prendre ma retraite, qu'on s'installe dans une petite ville. Une lueur apparut soudain dans les yeux de Pierre. C'était le regard d'un requin qui a repéré sa proie. La retraite signifiait une indemnité. Cela signifiait de l'argent liquide. Et surtout, cela signifiait mon affaiblissement. Et sa prise de contrôle totale. Je pris le verre de vin qu'il me tendait. Contrairement au verre empoisonné que je n'avais pas bu à Bordeaux, je levai ce verre. La retraite, dit Pierre en s'asseyant à côté de moi, essayant de cacher son excitation. En fait, pourquoi pas, Vanessa? Tu as travaillé dur pendant des années. Tu mérites de te reposer. En fait, tu sais, tu devrais peut-être me confier entièrement les affaires financières. Je devrais te libérer de ce fardeau. Ainsi, tu pourrais profiter pleinement de la vie. J'ai pris une gorgée de mon verre. Le vin était bon, mais il avait un goût de cendre dans ma bouche. Tu as peut-être raison, mon cher, dis-je en posant ma tête sur son épaule. Tu t'y connais mieux que moi en matière d'argent. Je ne sais que donner des ordres. Il n'entendit pas le rire que je retins. Pauvre Pierre. Il croyait avoir conquis le château. Mais j'avais déjà introduit le cheval de Troie à l'intérieur. Et les soldats qui sortiraient de ce cheval ne connaîtraient pas la pitié. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, à côté de mon mari infidèle, je regardais le plafond. Il dormait. Sa respiration régulière montrait à quel point sa conscience était tranquille. J'ai sorti mon téléphone de sous mon oreiller et j'ai réglé la luminosité de l'écran au minimum. Je ne suis pas allé sur mon application bancaire, mais sur une application de portefeuille cryptée beaucoup moins connue. Réservée aux fonctionnaires et aux investisseurs privés. Pierre s'intéressait à mon salaire de fonctionnaire et à l'appartement hérité de ma famille, mais il avait omis un petit détail. Mon grand-père n'avait pas seulement laissé une maison. C'était un visionnaire fou, qui avait acheté dans les années 1950 les marais les moins productifs de Bordeaux. Et ces marais étaient aujourd'hui devenus les plus grands entrepôts logistiques d'Europe. J'ai regardé les chiffres à l'écran. Les 200 000 € que Pierre essayait de me voler ne représentaient même pas un pourboire à côté de ma fortune secrète. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'honneur. Pierre ne toucherait jamais à cet argent. Mais moi, je m'en prendrais à son cabinet d'architecte qu'il aimait tant, à son Élodie et à sa fausse réputation. Et je m'en prendrais très fort. Demain matin, ma première tâche serait de continuer à jouer le rôle de l'épouse naïve et fatiguée. Je donnerais à Pierre la procuration qu'il voulait. Mais cette procuration ne lui ouvrirait pas les portes qu'il espérait. Cette procuration serait la clé de sa prison. Si vous pensez que l'intelligence d'une femme est plus acérée que l'arrogance d'un homme, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Dans quelques instants, vous verrez comment Vanessa a tendu son piège et comment Pierre a signé de son propre chef. Que le jeu commence. J'ai fermé les yeux. Paris était calme. Mais la tempête qui faisait rage en moi était sur le point de se transformer en ouragan, lorsque le soleil matinal a pénétré par les hautes fenêtres de notre appartement de Saint-Germain. Pierre était déjà habillé. Avec son costume italien bleu marine sur mesure, sa chemise blanche amidonnée et son sourire trop confiant, il ressemblait davantage à un courtier en bourse qu'à un architecte. Il n'avait pas touché au croissant posé sur la table et buvait son 3e espresso. Il était impassible. On le voyait à ses mains qui s'agitaient. Il voulait cette signature. « Chérie, dit-il en regardant sa montre, le notaire sera au bureau à 10 heures. Si tu es fatigué, je peux ramener les documents à la maison ce soir, mais, tu sais, le marché n'attend pas. »
Nous ne devons pas laisser passer cette opportunité d'investissement. Assise au bord du lit, je lissais ma robe de chambre en soie. J'affichais sur mon visage cette expression pure, indécise et fatiguée. Ce masque était un chef-d'œuvre que j'avais répété devant le miroir tôt le matin. Je viendrai au bureau, Pierre, dis-je en faisant légèrement trembler ma voix et en toussant. À la maison, les murs me tombent dessus. Et puis, tu me manques quand tu travailles. Si je dois prendre ma retraite, je dois voir comment tu diriges ton empire, n'est-ce pas? Une hésitation passa dans les yeux de Pierre. Le bureau était le théâtre de ses crimes. Élodie était là, mais son ego prit le dessus sur sa peur. L'idée que sa femme admire son empire flatta son ego narcissique. Excellente idée, mon amour, dit-il en me levant et en m'embrassant sur le front. Je te montrerai nos projets. Mon équipe de designers fait des merveilles. Une demi-heure plus tard, nous nous sommes arrêtés devant l'une des tours de verre de la Défense dans la voiture de sport de Pierre. L'architecte de Pierre est partenaire. L'énorme enseigne à l'entrée reflétait son arrogance. Alors que l'ascenseur montait au 42e étage, Pierre ajustait sa cravate dans le miroir. De mon côté, je vérifiais le petit appareil noir qui se trouvait dans mon sac. Il s'agissait d'un copieur de données à haute fréquence que Jean-Luc avait obtenu par l'intermédiaire d'un ami travaillant dans les services de renseignement de la marine. Il me suffisait de le placer à proximité de l'ordinateur ou du téléphone de Pierre pendant 10 secondes. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau, nous avons été accueillis par une atmosphère moderne, minimaliste et froide. Tout était en verre, en acier et dans des tons gris. Les employés ont incliné la tête et salué Pierre lorsqu'ils l'ont vu, mais je pouvais lire la peur et le dégoût dans leurs regards. Pierre n'était pas un leader respecté, mais un tyran redouté. Et voilà, c'est ici, dit Pierre en écartant les bras. C'est ici que la magie opère. À ce moment-là, des talons résonnèrent au bout du couloir. Tic, tic, tic. Le rythme m'était si familier. La démarche d'une femme jeune, ambitieuse et sans limite. Élodie. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé. 25 ans, peut-être 26. Ses cheveux blonds étaient parfaitement lissés vers l'arrière, et sa jupe crayon moulante et son chemisier en soie criaient « Je suis là ». Elle s'avança vers nous, une tablette à la main et un café visiblement préparé pour Pierre. Elle s'est arrêtée en me voyant. Une lueur de panique a brièvement traversé son regard, suivie d'une curiosité méprisante. La femme vieille et ennuyeuse de Pierre. Ah, Élodie, dit Pierre d'une voix trop enjouée. Je te présente ma femme, Vanessa. Vanessa, voici Élodie, l'une de nos plus brillantes recrues, notre designer junior. Enchantée, Madame Paradis, dit Élodie. Elle tendit la main, mais sa poignée de main était molle et peu sincère. Pierre m'a beaucoup parlé de vous. Les affaires de la marine. Cela semble très fatigant, c'est vrai, répondis-je en lui serrant légèrement la main. Mais la discipline est nécessaire dans tous les domaines de la vie, Élodie, surtout dans les détails. Mon regard s'attarda sur le collier qu'Élodie portait autour du cou. Un pendentif vintage en émeraude, suspendu à une fine chaîne en or. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'était pas le collier de la mère de Pierre. C'était celui que j'avais perdu l'année dernière et dont Pierre m'avait dit « Il est probablement resté dans un carton pendant le déménagement, ne t'en fais pas, on t'en achètera un nouveau ». C'était le collier que mon grand-père m'avait offert pour mes 18 ans. Mon héritage familial. Il était autour du cou de cette femme. L'océan s'agita en moi. Un tsunami était sur le point de déferler sur mes côtes. À ce moment-là, j'ai voulu m'agripper aux cheveux d'Élodie et lui arracher le collier du cou. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai figé le sourire sur mon visage. Une colère froide s'est répandue dans mes veines comme un anesthésiant. C'est un bijou très élégant, ai-je dit en désignant le collier. Vos goûts sont étonnamment familiers. Élodie a touché le collier, ses doigts effleurant l'émeraude. Pierre a pâli. Ah oui, a dit Élodie en jetant un regard furtif à Pierre. Pierre, enfin, monsieur, a offert de petits cadeaux à l'équipe pour fêter la réussite du projet. Celui-ci en fait partie. Mensonge. Et un très mauvais mensonge. Quelle générosité, dis-je en me tournant vers Pierre. Il était impossible qu'il ne remarque pas la glace dans mon regard, mais il ne pensait qu'à cette signature. Il avait compris que j'avais remarqué le collier, mais comme je ne disais rien, il préféra me prendre pour une idiote. Le notaire nous attend dans la salle de réunion, dit Pierre précipitamment. Allez, chérie, finissons. Nous entrâmes dans la salle de réunion. Le notaire était un homme chauve, à lunettes, qui transpirait. Les documents posés sur la table devant lui étaient les papiers qui allaient changer ma vie. Voici la procuration, madame, dit le notaire. Avec ce document, vous donnez à monsieur Pierre le pouvoir de disposer librement de la propriété de Saint-Germain. Vente, hypothèque, cession, tout. Pierre se tenait debout derrière la chaise, les mains posées sur mes épaules. Son toucher était comme l'étreinte d'un serpent. Ce n'est qu'une formalité, Vanessa,
murmura-t-il à mon oreille. Nous allons transférer la maison à la société pour optimiser les impôts. Rien ne changera pour toi. Je pris le stylo. Je regardais l'encre couler sur le papier. Je signai. Vanessa Paradis. À ce moment-là, j'ai senti l'atmosphère de la pièce changer. Pierre a pris une profonde inspiration. Ses mains se sont relâchées sur mes épaules. Il a souri au notaire avec l'air d'un commandant victorieux. Merci, a-t-il dit. Nous pouvons maintenant nous occuper de nos affaires. Je vais y aller, ai-je dit en me levant. J'ai un peu mal à la tête. Bien sûr, a répondu Pierre. Il ne s'intéressait plus à moi. Il avait obtenu la signature. Je n'étais plus qu'un accessoire dont il n'avait plus besoin. Le chauffeur va te déposer. Ce n'est pas nécessaire, répondis-je. Je veux marcher. L'air de Paris me fera du bien. Je suis sorti du bureau. Élodie se tenait dans le couloir, devant la photocopieuse. En me voyant, elle m'a adressé un sourire forcé. Je me suis arrêté à côté d'elle. Élodie, ai-je dit. Oui, madame. Je m'approchai d'elle, suffisamment près pour envahir son espace personnel. Je me penchai vers son oreille. Ce collier, ai-je murmuré. L'émeraude est très sensible à la pression et à la chaleur. Faites attention, il pourrait exploser autour de votre cou. Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé vers l'ascenseur. Le regard perplexe qu'elle m'a lancé était ma première petite récompense de la journée. En sortant du bâtiment, je me suis mêlé à la foule dans la rue. J'ai marché quelques rues plus loin, je me suis réfugié dans un café et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Jean-Luc. J'ai signé. Lui ai-je dit. Tu es sûre, Vanessa? M'a demandé Jean-Luc. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il va hypothéquer cette maison. Je sais, ai-je répondu en regardant la tour de bureau de Pierre, de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir le 42e étage. Il va retirer cet argent, Jean-Luc. Et il va le transférer à la société écran qu'il a créée avec Élodie, Azure Holding. Et nous révélerons alors qui est le véritable propriétaire d'Azure Holding. Dit Jean-Luc, incapable de cacher son excitation. Non, dis-je. Mieux que ça. Quand Pierre m'a fait visiter son bureau, il a laissé son téléphone sur son bureau. J'ai utilisé le copieur de données. Nous avons maintenant tous les mots de passe de Pierre. Toutes ces communications secrètes et la preuve que cette société écran est en réalité liée à un réseau illégal de jeux d'argent basé dans des paradis fiscaux. Pierre n'essayait pas seulement de me voler. Pierre n'était qu'un petit pion stupide dans un réseau international de blanchiment d'argent. Et moi, avec l'autorisation que je venais de lui donner, je lui avais donné le feu vert pour connaître ce crime. Dès qu'il aura transféré cet argent, dis-je d'une voix froide, il ne sera plus seulement un voleur. Il sera un criminel ayant commis un délit financier contre la République française. Le prix de la trahison est lourd. Mais quel est le prix de voir son propre collier autour du cou de sa maîtresse? Il est inestimable. Si vous aussi vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, abonnez-vous à la chaîne. Car la cuisine commence tout juste à chauffer. Je raccroche le téléphone. Le soleil s'était caché derrière les nuages. Tout comme l'avenir de Pierre. Après avoir quitté ce café scintillant au cœur de Paris, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis rendu dans l'une des banlieues industrielles de la ville, dans un ancien entrepôt près du Bourget. C'était là que mon grand-père avait construit son entreprise, sur ce terrain marécageux bon à rien, qui était aujourd'hui l'un des plus grands centres logistiques de produits de luxe en Europe. De l'extérieur, c'était une boîte métallique grise et froide. À l'intérieur, c'était un empire de transport valant des millions d'euros. Et surtout, c'était mon refuge. En passant le contrôle de sécurité, les agents m'ont salué. Contrairement au respect fin de Pierre dans son bureau, ici, le respect était sincère. Pour eux, je n'étais pas la femme d'un homme riche, mais la patronne, qui payait leur salaire et les frais de scolarité de leurs enfants. Lorsque je suis entré dans mon bureau insonorisé au dernier étage, Jean-Luc m'attendait. Les données que nous avions copiées depuis le téléphone de Pierre défilaient sur les 3 écrans géants devant lui. « Tu es prête, Vanessa ?» m'a demandé Jean-Luc. Son visage était sombre. « Tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. » J'ai retiré ma veste et me suis assise sur une chaise. Ils ne peuvent pas me surprendre, Jean-Luc. Ouvre les fichiers. Premier dossier, WhatsApp Élodie et Pierre. Je commençais à lire les messages. Je m'attendais à avoir un nœud à l'estomac, mais ce ne fut pas le cas. Je ressentis seulement un dégoût glacial. Pierre 9h42, le notaire a fait le nécessaire. Il a signé. Il est tellement naïf qu'il a cru qu'il s'agissait d'un arrangement fiscal. Élodie 9h44, super. On va enfin se débarrasser de cet appartement miteux. J'espère qu'il laissera ses vieux vêtements là-bas. Qu'il ne les emporte pas avec lui, ça gâcherait l'ambiance de ma villa. Pierre 9h45, ne t'inquiète pas, chérie. Dès que nous aurons transféré l'argent, il signera le protocole de divorce. Je lui donnerai une petite pension alimentaire pour le faire taire. Avec cet argent, il ne pourra s'acheter qu'une maison pour chat. J'ai touché l'écran. Ça gâcherait l'ambiance de ma villa.
ai-je murmuré. Élodie vivait dans un rêve dont les fondations n'étaient même pas encore posées. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette ville-là ne pouvait rester qu'un rêve tant que je ne lui en donnais pas la permission. Passons aux données financières. Dis-je. Je n'avais pas de temps à perdre en commérage. Jean-Luc appuya sur un bouton et les écrans se remplirent de relevés bancaires complexes. Dame ligne rouge suivait la trace de l'argent. Voilà, dit Jean-Luc en pointant un endroit sur l'écran avec son stylo. Azur Holding, créé par Pierre. La société semble être basée à Malte, mais elle est en fait liée à un compte écran aux îles Caïmans. Et ce compte? Jean-Luc s'interrompit et me regarda. Ce compte est le compte commun d'un réseau de paris illégaux suivi par l'Office européen de police. Je haussai les sourcils. Pierre joue-t-il? Non, répondit Jean-Luc. Pire que ça. Pierre blanchit l'argent de ce réseau. Il allait prendre les 1,5 million d'euros provenant de la vente de ta maison sous forme de crédit hypothécaire, les transférer dans ce compte commun, puis les blanchir en les déclarant comme revenus de conseil en architecture, avant de les retirer. Ainsi, il aurait vendu la maison et introduit de l'argent sale dans le système. Je me suis penché en arrière. C'était bien plus grave que ce à quoi je m'attendais. Pierre ne se contentait pas de m'escroquer, il servait de complice à une organisation criminelle internationale. C'est génial, ai-je dit. Jean-Luc m'a regardé avec stupéfaction. Génial? Vanessa, cet homme s'est aventuré en terrain dangereux. Il pourrait t'impliquer dans cette affaire. Il ne peut pas, répondis-je calmement, parce que c'est lui qui donnera l'ordre de transférer l'argent. Ma signature ne concernait que l'hypothèque, pas le transfert d'argent. Pierre creusera sa propre tombe avec ses empreintes digitales. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre le dépôt en contrebas où les chariots élévateurs s'affairaient comme des abeilles. Jean-Luc, dis-je. Nous accélérons l'opération. L'argent de l'hypothèque sera versé demain sur le compte. Pierre, je veux que l'argent soit transféré à Azur Holding à la seconde même où il appuiera sur le bouton envoyer. À ce moment-là, la police devra être à la porte. Nos collègues de la division financière sont prêts, dit Jean-Luc. Mais il y a un problème. Pierre doit se sentir en totale confiance pour effectuer ce transfert. Au moindre doute, il annulera l'opération. Je me suis tourné vers lui. J'avais sur le visage ce sourire familier et dangereux. Ne t'inquiète pas, Jean-Luc. Ce soir, je vais lui faire passer la nuit la plus sûre et la plus paisible de sa vie. Nous allons organiser une fête tellement mémorable qu'il ne verra plus rien devant lui, ivre de victoire. La meilleure façon d'éliminer un ennemi, c'est de lui faire croire qu'il a gagné. Si vous êtes aussi curieux que moi de connaître l'expression du visage de Pierre au moment où il appuie sur le bouton envoyer, aimez la vidéo et écrivez la partie est terminée. Dans les commentaires. Quand je suis rentré chez moi, il faisait déjà nuit. Pierre était déjà là. Il sabrait le champagne dans la cuisine. En me voyant, il s'est précipité vers moi et m'a serré dans ses bras. Ma chérie, dit-il avec un enthousiasme fin. J'ai une excellente nouvelle. La banque a approuvé le crédit. L'argent sera sur notre compte demain matin. C'est le premier pas vers notre nouveau départ. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai posé ma tête sur son épaule. Mon regard s'est posé sur son téléphone, posé sur le plan de travail de la cuisine. Une nouvelle notification d'Élodie clignotait sur l'écran. Je mettrai mon collier en émeraude. Oui, Pierre, lui et je murmurai à l'oreille. Ce sera vraiment un nouveau départ. Plus nouveau que tu ne peux l'imaginer. Ce soir-là, j'ai regardé Pierre célébrer sa victoire en silence. Pendant qu'il sirotait son champagne, j'imaginais la sonnette de la porte qui allait retentir le lendemain matin. Pendant qu'il pensait à la villa qu'il allait construire avec Élodie. Je dessinais les plans de la cellule de 10 mètres carrés qui lui serait attribuée. Le lendemain matin, Pierre s'est levé tôt. Il était tellement excité qu'il ne tenait pas en place. Il a allumé son ordinateur. Il s'est connecté à son compte bancaire. Je me tenais sur le seuil de la porte, mon café à la main. Que fais-tu, mon amour? Lui ai-je demandé innocemment. Juste. Un petit transfert d'investissement, a répondu Pierre, les yeux rivés sur son écran. Pour notre avenir. J'ai vu son doigt sur la souris. Le curseur était sur le bouton confirmer le transfert. Le temps s'est ralenti. Ce n'était pas mon cœur, mais mon esprit qui s'emballait. Une fois qu'il aurait appuyé sur ce bouton, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Appuie, Pierre. Me suis-je dit. Appuie et libère-toi. Et il appuya. Le message opération réussie s'afficha à l'écran. Pierre se tourna vers moi et m'adressa son large sourire arrogant. C'est fait. À ce moment précis, des sirènes ont commencé à retentir en bas de notre immeuble. D'abord lointaines, puis de plus en plus proches, elles ont envahi les rues de Saint-Germain. Le sourire de Pierre s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il dit en se dirigeant vers la fenêtre. J'ai pris une gorgée de café. C'était le meilleur café que j'avais jamais bu. Je ne sais pas, répondis-je calmement. Ce sont peut-être les invités que nous attendons.
Les sirènes n'étaient plus le bruit de la rue, mais un signe apocalyptique qui résonnait dans la cage d'escalier de l'immeuble. Pierre était figé devant la fenêtre. L'ivresse de la victoire de tout à l'heure avait laissé place à une peur pure. Son regard passa de moi à la fenêtre, puis revint vers moi. « Qu'est-ce que c'est » répéta-t-il d'une voix tremblante. « Pourquoi se sont-ils arrêtés devant notre immeuble ?» Je posai doucement ma tasse de café sur la table. Le bruit de la porcelaine contre le bois était aussi régulier qu'un métronome entre les respirations paniquées de Pierre. « Peut-être, dis-je calmement. Tu t'es garé au mauvais endroit, Pierre. Ou peut-être que tu as transféré la mauvaise somme d'argent. » Pierre se tourna vers moi. Son regard était vide. Il n'avait pas compris ce que je venais de dire. Ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. Ne dis pas n'importe quoi, Vanessa. Quelle somme d'argent? Il ne put terminer sa phrase. On n'a pas frappé à notre porte. On ne l'a pas enfoncée. Elle s'est ouverte directement. Police? Ne bougez pas. 3 agents en uniforme noir et gilet pare-balles, suivis d'un inspecteur en civil, ont fait irruption dans le salon. Pierre a trébuché en arrière en levant les mains en l'air et a renversé le vase design qu'il aimait tant. Les morceaux de cristal se sont brisés, tout comme sa vie. Monsieur Pierre Dubois? Demanda l'inspecteur en civil. Il tenait un mandat d'arrêt. Oui, c'est moi, mais il y a une erreur. La voix de Pierre était devenue aiguë. Je suis un architecte renommé. C'est ma maison. De quel droit? L'inspecteur s'avança vers lui. Son visage affichait une totale immunité face aux airs importants. De Pierre. Monsieur Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour transfert de fonds à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et fraude aggravée via une société écran appelée Azur Holding. Le visage de Pierre devint encore plus pâle que celui du sommelier de Bordeaux. Azur, murmura-t-il. Son regard se posa sur moi, assise dans un coin de la pièce, les jambes croisées sur ma chaise. Vanessa, dit-il d'une voix suppliante. Vanessa, dis-leur. C'est un investissement. Pour notre avenir. Dis-leur qu'il y a eu un malentendu. Je me levai. Je m'approchai de lui tandis que les agents passaient les menottes métalliques froides au poignet de Pierre. Je m'arrêtai juste devant lui. Il n'y avait qu'un souffle entre nous. Quel avenir, Pierre? Ai-je demandé. Ma voix était un murmure, mais tout le monde dans la pièce l'a entendu. Tu parles de l'avenir que tu envisages avec Elodie et son faux collier d'émeraude sur la côte d'Azur. Pierre s'est figé. Même le cliquetis des menottes s'est arrêté. Ses yeux reflétaient la terreur. Pas seulement la terreur d'avoir été pris, mais aussi celle de réaliser que sa proie était en fait un chasseur. Toi, dit-il d'une voix rauque. Tu savais. Je souris. Mais ce n'était pas le sourire de sa femme Vanessa. C'était le sourire froid du contre-amiral Paradis observant un navire ennemi couler. Pierre, dis-je en ajustant son col. Lorsque tu as transféré cet argent à Azur Holding, tu n'as pas seulement vidé ton compte bancaire. Tu as vendu ta liberté. Cette société était surveillée par Europol. Et moi, je n'ai fait qu'attendre que tu appuies sur la gâchette. Pierre se mit à se débattre. Tu m'as piégé. Tu es un démon. Non, Pierre. Ai-je répondu tandis que les policiers le traînaient vers la porte. Je suis juste une femme qui accorde de l'importance aux détails. Tu te souviens? Je l'avais dit à Elodie au bureau. Pierre continua à crier en regardant derrière lui alors qu'on le faisait sortir. Tu crois que c'est fini? Je vais appeler mon avocat. Tu vas me rendre cet argent, Vanessa. Je vais te détruire. La porte se referma. Les bruits s'éloignèrent dans la cage d'escalier. Le salon redevint silencieux. L'inspecteur était toujours à l'intérieur. Il se tourna vers moi. Il inclina légèrement la tête en signe de respect. Merci pour votre coopération, Madame Paradis. Sans les données numériques que vous nous avez fournies, il nous aurait fallu des mois pour démanteler ce réseau. Votre mari, enfin votre ex-mari, était l'un des membres clés de ce réseau. C'était mon devoir, inspecteur, répondis-je. Une fois l'inspecteur parti, je pris une profonde inspiration. Le poids invisible qui pesait sur mes épaules s'était envolé. Mais mon travail n'était pas terminé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jean-Luc. Pierre a été arrêté. Lui et jeudi. Je sais, répondit Jean-Luc. Les chaînes d'information ont déjà commencé à diffuser la nouvelle, un célèbre architecte arrêté dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Que faisons-nous maintenant? Je me suis approché de la fenêtre. En bas, Pierre était embarqué dans une voiture de police. Une foule s'était rassemblée. Les flashs des appareils photo crépitaient. Pierre essayait de cacher son visage. Maintenant, dis-je en fixant l'horizon, nous passons à l'autre maillon de la chaîne. Elodie, que vas-tu lui faire, Vanessa? Elle vit dans un rêve, Jean-Luc. Elle pense qu'elle va vivre comme une reine avec l'argent de Pierre. Mais bientôt, elle va découvrir que la couronne de cette reine est un carton. Je vais au bureau. Au bureau? Au bureau de Pierre. Oui, répondis-je en prenant mon sac.
Pierre détient peut-être 49% des parts de la société, mais as-tu oublié cette petite clause dans notre contrat de mariage? Si Pierre est condamné pour un crime ou arrêté, le contrôle des parts est transféré à son épouse afin de préserver la réputation de la société. Jean-Luc éclata de rire. Tu es incroyable. Je sais, répondis-je. Prépare-toi, Élodie. Ton nouveau patron arrive. Le moment le plus dangereux pour une femme n'est pas celui où elle n'a plus rien à perdre, mais celui où elle a tout à gagner. Pierre quitta la scène. C'était au tour de l'autre femme. Si vous voulez savoir quelle surprise attend Élodie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. La balance de la justice est désormais entre mes mains. Je suis sorti de chez moi. La voiture de Pierre n'était pas dans le parking, mais ma berline noire m'attendait. Le chauffeur m'a ouvert la porte. Où allons-nous, madame? À la Défense. Ai-je répondu. Au bâtiment l'architecte Pierre et partenaire. Et Jean. Prépare une équipe pour changer l'enseigne. Lorsque je suis arrivé devant les tours de verre de la Défense, l'atmosphère était très différente de celle du matin. Lorsque j'étais entré avec Pierre le matin, c'était un temple de la puissance silencieux. À présent, c'était une ruche. La nouvelle de l'arrestation de Pierre s'était répandue plus vite que les indices boursiers. Le chef de la sécurité avait du mal à éloigner les journalistes qui se pressaient à l'entrée. Je suis descendu de ma berline noire. Le chef de la sécurité m'a reconnu. Le mari silencieux du matin avait disparu, remplacé par le contre-amiral Paradis. Avec mes lunettes de soleil sur le nez et mon trench coat que je portais le matin même, mais qui me servait désormais d'armure, j'ai avancé à travers le chaos. Madame Dubois, a dit le chef en me laissant passer. Je suis désolé, nous ne pouvons laisser entrer personne pour le moment. Les policiers sont en train de fouiller l'étage. J'ai légèrement baissé mes lunettes. Je ne suis pas personne, chef. Je suis la nouvelle propriétaire de cet immeuble. Et je ne suis pas Madame Dubois. Je suis Madame Paradis. Je suis montée dans l'ascenseur. En montant au 42e étage, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Pendant que Pierre essayait de s'habituer à sa cellule de prison, j'allais m'asseoir sur son trône. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le bureau était en proie à la panique. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les employés discutaient en chuchotant par petits groupes. Certains rassemblaient leurs effets personnels. Et elle était là, Élodie. Elle forçait la porte de la chambre de Pierre. Il était évident qu'elle essayait de prendre quelque chose à l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas. Bon sang! S'écria-t-elle en frappant la porte avec son talon. Elle se tourna vers la secrétaire à côté d'elle. Où est la clé? Je dois accéder au coffre-fort personnel de Pierre. J'ai une procuration. Quelle procuration, Élodie? Ma voix résonna dans le bureau bruyant comme un coup de fouet. Tout le monde se tut. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Élodie se retourna. Son visage était bouffi d'avoir pleuré, mais la rage dans ses yeux était toujours là. Elle fut surprise de me voir, puis elle se ressaisit immédiatement et passa à l'attaque. Elle pensait que la meilleure défense était l'attaque. La pauvre. Qu'est-ce que tu fais ici? Siffla-t-elle en s'avançant vers moi. Ton mari est en prison. C'est une scène de crime ici. Va pleurer chez toi. Je me dirigeai vers le milieu du bureau, calmement. Chaque pas que je faisais renforçait mon autorité. Tu as raison, Élodie. Dis-je sans élever la voix, mais d'un ton que tout le monde pouvait entendre. Mon mari est en prison. Et il ne sortira probablement pas avant longtemps. Mais tu oublies un détail. J'ai sorti un dossier de mon sac. Le protocole de transfert de pouvoir, préparé par Jean-Luc. Avec l'arrestation de Pierre, l'article 14 des statuts de la société est entré en vigueur. Ai-je déclaré en brandissant le document. En cas d'incapacité du président du conseil d'administration, tous les pouvoirs et la signature circulaire sont transférés à son tuteur légal et associé. C'est-à-dire à moi. Élodie a regardé le document, puis m'a regardé. Tu mens. Pierre m'a donné sa parole. Je suis la directrice artistique de cette entreprise. Toi, dis-je en m'approchant d'elle. Tu n'étais qu'un accessoire coûteux qui servait à satisfaire l'ego de Pierre. Et maintenant que le budget de Pierre a été réduit, j'ai légèrement penché la tête sur le côté et j'ai regardé son cou. Le collier d'émeraude était toujours là. Il est temps de récupérer certains stocks. Élodie porta instinctivement la main à son cou. Tu ne peux pas toucher ça. C'est à moi. Ce collier, dis-je d'une voix glaciale, est un héritage familial que mon grand-père a caché au péril de sa vie pour sauver ma grand-mère pendant l'occupation allemande en 1942. Pierre me l'a volé et te l'a donné. Et tu l'as porté en sachant qu'il s'agissait d'un objet volé. Je fis signe au chef de la sécurité. 2 agents costauds s'approchèrent de nous. Chef, ai-je dit. Cette dame a été licenciée. Donnez-lui 1 minute pour rendre les biens de l'entreprise qu'elle a détournés. Puis faites-la sortir du bâtiment. Élodie s'est mise à crier. Vous ne pouvez pas me toucher. Je vais appeler mon avocat. Pierre va tout vous licencier quand il sortira. Pierre ne sortira pas, Élodie. Lui ai-je dit en la regardant dans les yeux.
Et si vous n'enlevez pas ce collier immédiatement, je vous ferai réserver une place dans la cellule voisine de celle de Pierre pour vol. » Élodie cessa de résister. Elle ouvrit le fermoir du collier, les mains tremblantes. L'émeraude était froide lorsqu'elle tomba dans ma paume. Mais elle se réchaufferait dans ma main. Maintenant, dis-je en montrant la porte. Va-t'en. Les agents de sécurité ont pris Élodie par les bras et l'ont traînée dehors, tandis que les employés du bureau observaient la scène en silence. Personne n'a aidé Élodie. Personne n'a eu pitié d'elle. Car tout le monde savait comment elle était entrée dans cette entreprise et comment elle avait écrasé ceux qui le méritaient. Quand Élodie a été mise dans l'ascenseur, je suis retournée dans le bureau. Centaines de regards étaient braqués sur moi. Regards remplis de peur et d'incertitude. Écoutez, ai-je dit. Ma voix était claire et forte. L'ère Pierre Dubois est révolue. Ce n'est plus un centre de blanchiment d'argent ou un terrain de jeu personnel. Ce sera à nouveau un cabinet d'architectes. Tous ceux qui travaillent honnêtement et font leur travail ont leur place ici. Mais ceux qui se sont rendus complices des crimes de Pierre, ceux qui ont fermé les yeux. La porte est là. La foule n'a pas applaudi. Pas encore. Mais je pouvais voir leurs épaules se détendre, leur respiration se calmer. Je suis entré dans le bureau de Pierre. J'ai pris la plaque ostentatoire sur son bureau, sur laquelle était inscrit Pierre Dubois PDG. Et je l'ai jeté à la poubelle. J'ai mis le collier autour de mon cou. Je me suis regardé dans le miroir. L'émeraude brillait à sa place, autour de mon cou. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Vanessa. Sa voix tremblait, elle était étouffée et avait un écho métallique. C'était le téléphone de la prison. Pierre, comment as-tu pu faire ça? Pleurait-il. Mon avocat est venu. Il m'a tout raconté. Tu as racheté l'entreprise. Tu as licencié Élodie. Tu m'as détruit, Vanessa. Je suis ton mari. Je me suis adossé à mon fauteuil, le fauteuil du PDG, et j'ai regardé la vue sur Paris. Je te corrige, Pierre, dis-je. Tu es mon ancien mari. Et je ne t'ai pas détruit. J'ai simplement achevé dignement ce que tu avais commencé. Le bijou préféré d'une femme, c'est la balance de la justice. Si le retour de la chaîne en émeraude à sa place vous a refroidi, ne manquez pas ce que je vais vous raconter maintenant. Car si vous pensez que Pierre et Élodie en ont fini, vous vous trompez. La prochaine sur la liste, c'est la véritable architecte de cette trahison, cette belle-mère silencieuse. J'ai raccroché le téléphone. Il y avait un autre nom sur ma liste. Madame Duboissieur, la mère de Pierre. Cette femme qui avait transmis toute cette ambition et cette arrogance à son fils. Et qui me méprisait à chaque occasion. C'était son tour. Après cette victoire bruyante au sein de l'entreprise. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de silence. Mais pas d'un silence paisible. D'un silence inquiétant, celui qui précède les derniers éclairs d'un orage. J'ai mis le cap à l'ouest de Paris, vers Versailles, où l'ombre des rois et des reines hante encore les rues. Madame Antoinette Dubois. La mère de Pierre. La femme qui, pendant 12 ans, m'a fait sentir comme un parasite infiltré dans leur famille. Cette femme qui vantait la noblesse de leur nom de famille, mais qui oubliait que leurs revenus provenaient en réalité des contrats de construction douteux du père de Pierre. Le jour de mon mariage, je l'avais entendu murmurer à Pierre « Tu mérites mieux, mais pour l'instant, contente-toi de ça ». Je me suis arrêté devant les portes en fer noir. C'était le manoir du 19e siècle, célèbre pour ses jardins bien entretenus et ses meubles anciens. L'endroit où Pierre avait passé son enfance, où son arrogance s'était nourrie. Ce n'est pas la domestique qui m'a ouvert la porte, mais Antoinette en personne. Les domestiques avaient dû démissionner la veille, car leur salaire n'avait pas été payé lorsque les comptes de Pierre avaient été saisis. En me voyant, son visage s'est crispé de colère. Elle portait son célèbre tailleur Chanel et un collier de perles, mais même son maquillage ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. « Vous, dit-elle d'une voix tremblante, comment osez-vous venir ici? Vous avez fait emprisonner mon fils. Vous avez envoyé mon beau Pierre parmi ces criminels. Puis-je entrer, Antoinette? Demandai-je calmement. Ce dont nous devons parler ne peut se faire devant la porte. Jamais, cria-t-elle. Sortez de chez moi. Nos avocats vont vous détruire. Même si Pierre a commis une erreur, c'est vous qui l'avez planifié. Vous étiez jaloux de lui. Vous étiez jaloux de son succès, de sa jeunesse, de son éclat. Je souris. Je sortis un document plié de mon sac. C'était le dernier cadeau que Jean-Luc m'avait fait. Avant de dire que cette maison est la tienne, lui dis-je en lui tendant le document, je te conseille de jeter un œil au registre foncier. Antoinette m'arracha le document des mains. Ses yeux parcoururent les lignes. Au début, elle ne comprit pas. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ses mains se mirent à trembler. C'est impossible, murmura-t-elle. Cette signature, c'est celle de Pierre. Oui, ai-je répondu en passant à côté d'elle pour m'asseoir dans le salon, dans son fauteuil Louis XV qu'elle aimait tant. Pierre n'a pas seulement hypothéqué mon appartement pour blanchir de l'argent sale via Azure Holding, Antoinette. Ton merveilleux.
fils a également donné cette propriété en garantie. Et devine ce qui s'est passé? Lorsque les actifs de la société ont été saisis, les garanties ont également été transférées à l'État. Antoinette s'effondra sur le seuil de la porte. Tu mens. Pierre ne ferait pas ça. Il m'aime. Il m'adore. Pierre n'adore que l'argent, Antoinette, lui ai-je répondu. Tout comme tu le lui as appris. Tu lui as appris que l'amour et la loyauté n'avaient aucune valeur, que seule l'apparence et le statut comptaient. Et il a bien retenu la leçon. Tellement bien qu'il a même utilisé sa propre mère comme un pion. Antoinette se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes douloureuses d'une mère. C'étaient les pleurs d'un enfant gâté qui avait perdu son confort. Où vais-je aller? Gémit-elle. Je ne peux pas être jetée à la rue. Je suis une Dubois. Je me suis levée et j'ai regardé les célèbres porcelaines de Sèvres exposées dans la vitrine. Ne t'inquiète pas, dis-je. L'État ne te jettera pas à la rue. Mais cet endroit est désormais un bien public. Il sera bientôt vendu aux enchères. D'ici là, j'ai demandé aux services sociaux de te trouver un petit studio. Les services sociaux. Antoinette me regarda avec horreur. Pour moi? Comment peux-tu être aussi cruelle? Je me suis tournée vers elle. Je n'avais plus de masque sur le visage. Il n'y avait plus que Vanessa. Cruelle, dis-je en m'approchant d'elle. Cruelle, c'est quand ta belle-fille fait une fausse couche et que tu viens à l'hôpital en disant, de toute façon, elle ne pouvait pas donner un héritier en bonne santé à Pierre. Tu te souviens de ce jour-là? Je ne l'ai jamais oublié. Le visage d'Antoinette devint livide. Elle avait oublié ce jour-là. Ceux qui font le mal oublient vite, mais ceux qui en sont victimes n'oublient jamais. Maintenant, dis-je en me dirigeant vers la porte, tu ferais bien de commencer à rassembler tes affaires. Les huissiers seront là à 8 heures demain matin. Et tu sais bien que les huissiers ne sont pas très délicats quand il s'agit d'emballer de la porcelaine. On dit que pardonner les torts qui vous ont été causés dans le passé est une vertu. Mais parfois, demander des comptes pour ces torts est une question de justice. Si la chute d'Antoinette vous a réconforté et que vous pensez que justice a été faite, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car notre histoire n'est pas encore terminée. Dans le final, nous verrons la nouvelle vie de Vanessa. Quand je suis sortie, le soleil se couchait. Les lumières dorées de Versailles éclairaient pour la dernière fois le manoir d'Antoinette. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Jean-Luc m'avait envoyé un autre message. Tout est fini. J'ai répondu non. Le nettoyage est terminé. Maintenant, la construction commence. Pierre était en prison, Élodie dans la rue, Antoinette sur la liste des logements sociaux. J'avais nettoyé toutes les mauvaises herbes toxiques de mon passé. Il était maintenant temps de décider quoi semer dans cette terre propre. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Paris m'attendait. Mais plus en tant qu'épouse de Pierre, en tant que héroïne de ma propre histoire. Dans la salle au plafond du tribunal correctionnel de Paris, le son du marteau du juge résonnait avec autant de précision et de clarté que la chute d'une guillotine. Après délibération, assis sur le banc des accusés, Pierre était bien loin de l'architecte arrogant d'il y a 6 mois. Les épaules voûtées, les cheveux blanchis. Ses costumes italiens tant aimés avaient laissé place à une chemise de prisonnier grise. Trop grande pour lui. L'accusé Pierre Dubois est condamné à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement pour escroquerie aggravée, blanchiment d'argent et falsification de documents officiels. Un murmure parcourut la salle. Pierre prit sa tête entre ses mains. Mais le coup le plus dur n'était pas encore tombé. Le juge poursuivit. De plus, Élodie Martin, complice mais ayant bénéficié de la loi sur la repentance effective, pendant l'enquête et ayant fini par avouer, Pierre releva rapidement la tête et regarda Élodie, assise derrière la barre des témoins, qui détourna les yeux. Oui, le grand amour de Pierre, la jeune femme pour laquelle il avait détruit son foyer, l'avait trahi pour sauver sa peau. Élodie avait conclu un accord avec le procureur et avait remis de ses propres mains à la police tous les dossiers cryptés et les comptes secrets de Pierre. En échange, elle avait échappé à la prison, mais elle était écrasée sous le regard haineux de Pierre. « Toi !» cria Pierre, tandis que les gendarmes tentaient de le maîtriser. Je t'ai tout donné. Je voulais cette ville-là pour toi. Élodie répondit d'une voix tremblante qui résonna dans la salle d'audience. Tu m'as menti, Pierre. Tu m'as dit que tu étais riche. Mais tu n'étais qu'un voleur qui volait l'argent de sa femme. J'étais assis au dernier rang, vêtu de mon plus élégant costume. Mon visage ne trahissait ni joie ni tristesse. Il affichait seulement l'expression impassible d'un maître d'échecs observant le dernier coup de la partie. Alors que Pierre était emmené par les gendarmes, son regard croisa le mien. Il s'arrêta un instant. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement un profond et infini regret. Ses lèvres bougèrent comme pour dire « Je suis désolé ». J'ai secoué lentement la tête. C'est trop tard, Pierre. Certains bateaux ne peuvent plus revenir après avoir quitté le port. À la sortie du tribunal, les journalistes m'ont encerclé. Les flashs crépitaient. Madame Baradi, votre mari a été condamné à 12 ans de prison. Que ressentez-vous? Quel sera l'avenir de l'entreprise?
Votre divorce est-il prononcé? J'ai mis mes lunettes de soleil. Je me suis penché vers les micros et j'ai prononcé une seule phrase à la justice et du côté de ceux qui savent attendre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Je suis monté dans ma voiture noire et j'ai dit à mon chauffeur au bureau, à la Défense. Quand je suis arrivé au bureau, le nom de Pierre avait disparu de la plaque et un nouveau nom brillait à sa place, Paradis Architecture et Solutions Logistiques. En entrant dans le bâtiment, j'ai constaté que l'atmosphère avait complètement changé. L'empire de la peur avait disparu, remplacé par un environnement de travail discipliné mais serein. J'avais licencié dès la première semaine tous ceux qui faisaient la courbette à Pierre et se pliaient aux caprices d'Élodie. À leur place, j'avais fait venir de jeunes architectes et ingénieurs talentueux, mais relégués au second plan par Pierre parce qu'il les trouvait pas assez cool. Je suis monté en ascenseur jusqu'au 42e étage, dans la pièce qui était désormais la mienne. J'avais complètement changé la décoration de la pièce. Le style froid et métallique de Pierre avait disparu. À sa place, il y avait désormais des tons bois chaleureux, des détails bleu océan reflétant mon passé de marin et, sur les murs, des photos des vignobles à perte de vue de Bordeaux. Je me suis assis à mon bureau. Devant moi se trouvaient des dossiers en attente d'être signés. Mais cette fois-ci, ces dossiers ne concernaient pas les villas imaginaires de Pierre, mais le projet logement sociaux durable, que nous menions en collaboration avec la mairie de Paris. J'avais détruit la vision élitiste de Pierre, qui ne servait que les riches, et j'avais transformé l'entreprise en une structure rentable mais honorable, au service du public. On a frappé à la porte. Jean-Luc est entré. Il n'était plus seulement mon avocat, mais aussi le directeur juridique de l'entreprise. Félicitations, mon amiral, dit-il en souriant. Le jugement de divorce est définitif. Vous êtes désormais officiellement célibataire, et la mesure conservatoire sur les biens de Pierre a été levée. Cela signifie que, avec les actions que vous avez reçues à titre de compensation, vous détenez désormais 100% de l'entreprise. Il posa le dossier devant moi. Je signai. Vanessa Paradis. Le nom de famille Dubois avait disparu de ma vie comme une poussière. Il y a encore une chose, dit Jean-Luc, le sourire sur son visage changeant légèrement. Élodie. Que lui est-il arrivé? Demandai-je en refermant le dossier. Il a échappé à la prison, mais pas à la honte. Aucun cabinet d'architecte ne veut l'embaucher. Tout le monde lui ferme la porte au nez parce que ton nom figure dans ses références. D'après ce que j'ai entendu, il serait assistant d'un artiste de rue qui dessine des caricatures pour les touristes à Montmartre. Je me suis adossé à mon siège et j'ai regardé la vue sur Paris depuis la fenêtre. La tour Eiffel brillait au loin. Chacun est à sa place, Jean-Luc, dis-je. Pierre est derrière les barreaux, Antoinette dans un studio fourni par l'État, Élodie dans la rue. Et nous sommes ici. Je touchai le collier d'émeraude autour de mon cou. Il ne me semblait plus lourd. Au contraire, il était comme un talisman qui me rappelait ma force. La réunion commence dans 10 minutes, dit Jean-Luc. Es-tu prêt pour la présentation du nouveau centre logistique? Je me suis levée. J'ai ajusté ma veste. Je suis toujours prête, Jean-Luc. La vraie question est, le monde est-il prêt pour ce que nous allons faire? Parfois, la plus grande vengeance n'est pas d'anéantir son ennemi, mais d'être plus heureux et plus prospère qu'il ne pourrait l'imaginer. Vanessa renaquit de ses cendres et bâtit son empire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous découvrirez dans quelques années une lettre et le grand final de cette épopée. Préparez vos mouchoirs, car cette fin sera la plus émouvante des victoires. En sortant du bureau, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Vanessa? La voix m'était familière. Mais ce n'était pas Pierre. Une voix beaucoup plus ancienne, beaucoup plus oubliée. Bonjour Vanessa. Tu te souviens de moi? Je suis Julien, de Bordeaux, sommelier. J'ai souri. Ah, Julien. Je me souviens encore de ton odeur de chien mouillé. Que veux-tu? J'ai juste besoin d'un travail, madame. Personne ne veut m'embaucher. S'il vous plaît. Je suis même prêt à transporter des caisses dans un entrepôt. Mon sourire s'est transformé en éclat de rire. D'accord, Julien, ai-je dit. Va voir les ressources humaines. Il y a une place dans le service logistique. Mais j'ai une condition. Laquelle, madame? Toute. Tu ne boiras que de l'eau pendant les déjeuners. Le vin est interdit. Je raccrochai le téléphone. La vie était étrange. L'homme qui m'avait autrefois humilié me suppliait maintenant de devenir son employé. La boucle était bouclée. Il ne restait plus qu'une seule chose, la paix. Et maintenant, nous allons se dessiner cette paix. 5 ans plus tard, le vent salé de l'océan Atlantique faisait flotter ma robe en lin blanc. J'étais loin du chaos de Paris, des tours de verre de la Défense et des murs froids des salles d'audience. Je n'étais plus contre-amiral. J'avais pris ma retraite, mais mon titre de patron était toujours valable. Seulement, je ne donnais plus mes ordres depuis des navires de guerre, mais depuis la terrasse de cette paisible maison de bord de mer près de Saint-Malo. J'avais un verre de vin à la main.
Mais cette fois-ci, ce n'était pas un grand cru frelaté offert par cet arrogant Julien. C'était un millésime biologique primé, produit dans mes propres vignobles sous la marque Domaine Paradis. Son goût n'était pas seulement celui du raisin, mais aussi celui de la liberté. Jean-Luc entra par la porte du jardin. Ses cheveux étaient désormais complètement blancs, mais sa démarche avait toujours la discipline d'un soldat. Il tenait une enveloppe jaune à la main. Elle portait un cachet officiel, Prison de Fleury-Mérogis. J'ai baissé le volume de la musique, un morceau de jazz léger. Il est arrivé? Demandai-je. Ce matin, répondit Jean-Luc en posant l'enveloppe sur la table. Il l'a écrite une semaine avant sa libération. La dernière lettre de Pierre. Je pris une gorgée de mon verre et regardai l'enveloppe. Ce nom qui autrefois faisait battre mon cœur n'était plus qu'une tache d'encre sur un bout de papier. Pierre avait purgé la moitié de sa peine et était libéré avant terme pour bonne conduite et problème de santé. Mais d'après ce que j'avais entendu, la prison l'avait détruit. Le brillant architecte avait disparu, remplacé par un vieillard rhumatisant et brisé. J'ai ouvert l'enveloppe. Son écriture était tremblante et irrégulière. Il ne restait rien de la calligraphie parfaite de Pierre. Vanessa, je ne sais pas si tu liras ces lignes. Tu les déchirerais probablement. Tu en as le droit. Hier soir, alors que j'étais allongée à l'infirmerie, j'ai fait un rêve. Nous étions à Bordeaux, dans cette maison de campagne où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu souriais. Tu souriais si joliment. Puis je me suis réveillée et j'ai regardé les murs gris. À ce moment-là, j'ai compris, Vanessa. Je n'avais pas seulement perdu mon argent, mon entreprise ou ma réputation. J'avais perdu la seule femme qui a été le véritable témoin de ma vie. Élodie ne m'a jamais rendu visite. Ma mère. Je n'ai même pas pu insister à ses funérailles. Je suis complètement seule. J'ai entendu dire que tu avais développé ton entreprise, que tu avais créé une fondation. Si je te dis que je suis fière de toi, est-ce que cela te paraîtra insultant? Je ne sais pas, mais je le ressens. Tu as toujours été meilleur que moi. J'étais simplement trop lâche pour l'accepter. Je pars la semaine prochaine. Je n'ai pas un sou. Je n'ai nulle part où aller. Mais ne t'inquiète pas, je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches, c'est moi qui ai déclenché la tempête, mais c'est toi qui as ramené le bateau au port. Tu as gagné, commandant. Tu as gagné. Au revoir, Pierre. Je pliai la lettre et la posai sur la table. Jean-Luc me regardait. On fait quelque chose? Non, répondis-je. Pierre s'est créé son propre enfer et il y vit désormais. Cette lettre n'est pas une excuse, Jean-Luc, c'est un acte de capitulation. Je me levai et me dirigeai vers la terrasse. Comment vont les autres? Demandai-je. Jean-Luc ouvrit sa tablette. Il n'était pas seulement mon avocat, il était aussi ma mémoire. Antoinette Dubois. Elle est morte d'une insuffisance cardiaque dans une maison de retraite l'hiver dernier. Seules 2 personnes ont assisté à ses funérailles, l'assistante sociale et son ancien concierge. J'ai hoché la tête. La fin silencieuse d'une vie orgueilleuse. Et Élodie. Elle a dû quitter Paris. Elle travaille dans un centre d'appel à Lyon. Elle a changé de nom. J'ai vu une photo d'elle récemment sur les réseaux sociaux. Il ne reste plus rien de son éclat. Une vie ordinaire, fatiguée. Et Julien? Jean-Luc a souri. Julien, il est devenu ton soldat le plus fidèle, Vanessa. Nous l'avons nommé directeur de l'entrepôt de Paris. Il a arrêté de boire du vin. Il adore son travail. L'autre jour, je l'ai entendu dire que tu étais la femme qui lui avait sauvé la vie. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de l'océan a envahi mes poumons. Tout le monde était à sa place. La balance de la justice était équilibrée, les comptes étaient réglés. Mais ma plus grande réussite n'était pas d'avoir racheté l'entreprise de Pierre ou d'avoir vaincu mes ennemis. Ma plus grande victoire était cette fondation, dont Jean-Luc avait parlé, la Fondation Phoenix. J'avais vendu tous les biens personnels, les bijoux et les voitures de luxe que j'avais confisqués à Pierre et Antoinette. Avec les millions d'euros que j'avais récoltés, j'avais créé cette fondation. Notre objectif était simple, apporter un soutien juridique et financier aux femmes victimes de violences financières, escroquées par leur mari ou spoliées de leur héritage. À l'heure actuelle, plus de 500 femmes dans toute la France se battent avec les avocats que je leur ai fournis, vivent dans les refuges que j'ai créés et apprennent à créer leur propre entreprise dans les cours que je finance, en essayant de me détruire. Pierre était devenu, sans le savoir, le financier d'un mouvement qui allait sauver des centaines de femmes. Une telle ironie ne pouvait s'expliquer que par la justice divine. Jean-Luc s'est approché de moi et a regardé la mer à son tour. « Es-tu heureuse, Vanessa ?» Je me suis tournée vers lui. La fatigue des années avait disparu, remplacée par une force sereine. Le bonheur est un sentiment éphémère, Jean-Luc, dis-je. Ce que je ressens est beaucoup plus durable. Je suis libre. Et comme je peux offrir cette liberté à d'autres femmes. Oui, je suis en paix. Au coucher du soleil, le ciel se teinta de violet et d'orange.
Cette guerre qui avait commencé autrefois à Bordeaux autour d'un verre de vin touchait maintenant à sa fin au bord de l'océan. Je me suis retournée et j'ai pris la lettre posée sur la table. J'ai sorti mon briquet. J'ai mis le feu au dernier mot de Pierre. Le morceau de papier s'est enflammé, s'est transformé en cendre et a été emporté par le vent vers l'océan. Le passé était révolu. Je levai mon verre. Je savais à qui je le levais. Pas à Pierre ni à mes ennemis. À la femme dans le miroir. À Vanessa qui, ce jour-là, n'a pas abandonné. N'a pas pleuré et s'est battue. Et à toi qui écoutes cette histoire en ce moment, peut-être en plein milieu de ta propre tempête. N'oubliez pas, quelle que soit la violence de la tempête, c'est vous qui êtes aux commandes. Ne lâchez jamais la barre, car un jour, votre histoire sera elle aussi couronnée d'un magnifique coucher de soleil. Je suis Vanessa Paradis, et c'était ma tempête silencieuse. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.